Dans cet épisode, je vais vous révéler la meilleure alimentation. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience. Bonjour, je suis le Dr Yannick Poli. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Et vous le savez, dans ces épisodes, chaque semaine, je vous propose des stratégies pratiques, pragmatiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur de notre évolution en tant qu'être humain et d'une vie pleinement vécue. Alors, dans cette vidéo, c'est un petit peu spécial cette vidéo aujourd'hui, cette émission. C'est en fait une réponse à passablement de commentaires que j'ai reçus sur YouTube notamment. Et quand je fais une vidéo, une émission qui implique des concepts nutritionnels, il y a toujours des gens qui viennent poser des questions ou qui laissent des commentaires et qui disent « Ouais, mais Dr Poli, quelle est la meilleure alimentation? Est-ce qu'on ne devrait pas manger végétarien? Est-ce qu'on ne devrait pas manger végétalien? Est-ce que la solution à tous nos problèmes, ce n'est pas l'alimentation fructivore? Et puis ensuite, pourquoi pas l'alimentation des Esquimaux, des Inuits, qui mangent 90% de graisse, etc., etc. » Donc la question fondamentale, c'est quelle est la meilleure alimentation? Je vais vous la révéler aujourd'hui, cette meilleure alimentation. Et la meilleure alimentation, c'est celle qui vous convient le mieux. Okay. Excusez-moi, mais je ne peux pas vous répondre différemment. Je ne peux pas venir vous dire, vous savez, la meilleure alimentation, c'est l'alimentation d'Okinawa, ou c'est la diète des Esquimaux, ou c'est la diète paléolithique, ou c'est la diète fructivore, ou la diète polie. Il n'y a vraiment pas de réponse toute faite. Et c'est le message que je réponds à chaque fois aux gens. C'est finalement la meilleure alimentation, c'est celle qui correspond à vos besoins du moment. Et l'alimentation qui vous convient maintenant n'est peut-être pas l'alimentation qui vous a convenu il y a 10 ans, et ce ne sera pas l'alimentation qui vous conviendra dans 10 ans non plus. En fait, au point de vue clinique, okay, on peut, mettons un concept, je reviens un petit peu en arrière. Okay. La notion, c'est ça, on peut avoir des grandes prédispositions philosophiques sur quelle alimentation est bonne pour vous. On peut ensuite se baser sur ce que nous montre la science, de ce qui est bon pour vous. Mais au niveau clinique, en tout cas personnellement, quand on travaille avec des gens, on doit être beaucoup plus nuancé parce que chacun est un individu et chacun a besoin d'une alimentation particulière. Et dans ma pratique, on utilise, nous, ce qu'on appelle une alimentation bioévolutive. C'est-à-dire qu'on n'a pas la même alimentation pour tout le monde. On a une alimentation qui va répondre aux besoins physiologiques, métaboliques, émotionnels, psychologiques, spirituels même, des fois, du patient en ce moment. Alors, avant d'entrer plus dans les détails ici, donnons-nous un contexte. Okay? Et le premier contexte, c'est que si on veut avoir une notion de ce que c'est cette meilleure alimentation, on peut prendre une perspective temporelle. Okay? Et un des grands principes, c'est que si on n'a pas toutes les réponses au niveau scientifique de qu'est-ce qui pourrait être bon, on peut regarder, prendre les choses d'un point de vue évolutif. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'évolution de l'être humain. Donc on peut prendre une perspective ici, temporelle dans le temps. Et bien évidemment, si on regarde ce qui se passe, une des grandes alimentations à la mode, ici, c'est ce qu'on appelle l'alimentation paléo. Et dans cette alimentation paléo, c'est essentiellement la reconnaissance que depuis environ 2,5 millions d'années, jusqu'à il y a environ 10 000 ans, l'être humain a mangé d'une certaine manière. Il y avait par exemple, dans cette alimentation paléolithique, il n'y avait pas de céréales, il n'y avait pas de produits laitiers, il y avait beaucoup de fruits, de plantes, de viande maigre, etc. Donc c'est cette alimentation paléo, elle est dénominée sous différentes formes. Pour nous dans le monde francophone, par exemple, le régime sénégalais, c'est cette alimentation paléolithique ou cette alimentation ancestrale ou des origines. Alors c'est vraiment intéressant, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que si on regarde cette notion du paléo ici et qu'on mettait ça sur
sur un calendrier ici avec le 1er janvier, hein, le 1 du 1, et ici le 31 du 12, et que nous, en ce moment, ici, sur ce calendrier, ça représenterait le 31 décembre à minuit, eh bien, cette alimentation moderne ici, là, qui a été introduite il y a 10 000 ans avec l'apparition de l'agriculture, des céréales, des produits laitiers, ça représente environ le 31 du 12 à 17 heures. Donc on voit que c'est très récent dans l'alimentation humaine. Okay. Maintenant, ce qui est intéressant, si on regarde à l'évolution, mais il y a certains chercheurs qui disent, oui, mais l'évolution ici de l'être humain, ce n'est pas juste la phase paléo. Okay. Il y a toute la phase qui a amené au développement de l'être humain, hein, la phase des hominoïdes, qu'on pourrait aussi appeler grands singes, qui est essentiellement ici 25 millions d'années. Okay. Donc, si on veut avoir cette perspective d'évolution, ben, qu'est-ce qu'on considère? Est-ce qu'on considère les 2,5 derniers millions d'années ici, ou est-ce qu'on considère les 25 derniers millions d'années? Et on voit que ça va créer un peu les différences dans notre interprétation en fonction de qu'est-ce qu'on considère comme la période de temps d'évolution qu'on doit observer pour avoir une idée de qu'est-ce que mangeaient nos ancêtres. Mais essentiellement, si on regarde ici ces changements, cette évolution, eh bien, on sait qu'on est essentiellement sur une alimentation à base de plantes. Et voilà, et je sais, certains d'entre vous sont en train de se dire « Yes, je savais que le docteur Pauly voulait nous dire que le végétarianisme, c'est ce qu'il nous faut. » C'est absolument pas ce que je suis en train de dire. Okay. Ce que je suis en train de dire, c'est que si on regarde les alimentations, eh bien, on a majoritairement des plantes. Et certains d'entre vous, à juste titre, vont dire « Ouais, mais alors les Esquimaux, eux, ils ne mangent pas beaucoup de plantes, ils mangent essentiellement de la graisse et de la viande. » Et voilà. Et c'est pour ça qu'il faut prendre une deuxième perspective qui est la perspective spatiale. Dans l'espace. Alors j'ai essayé ici de représenter un globe terrestre. Désolé si mes qualités de dessinateur sont un petit peu limitées. J'espère être meilleur présentateur et clinicien que je ne suis dessinateur. Mais essentiellement, ben, vous avez différentes choses. Hein. On va vous dire, ah ben il y a les gens d'Okinawa ici. Okay. Et puis il y a les Esquimaux. Et puis il y a en Afrique, etc., la Méditerranée, etc. Donc, qu'est-ce qu'on veut utiliser? Okay. Parce qu'on voit qu'en fonction des différentes régions du monde, ben, on a aussi différentes alimentations. Donc la notion, c'est de se dire, ok, regardez au niveau temporel, ça nous donne des indications. Regardez au niveau spatial, où est-ce que vous vivez? Ça va nous donner des indications. Et les grandes questions, c'est ça. Si vous vivez à l'époque moderne en Europe, est-ce que une alimentation d'Okinawa, qui s'est développée pendant des milliers d'années au Japon, est-ce que c'est vraiment bon pour vous? Est-ce que de justifier la manière dont vous mangez sur des principes esquimaux est vraiment bon pour vous? Parce que ça ne s'applique pas. Il y a cette notion d'épigénétique. C'est-à-dire que nos gènes ne sont pas inscrits dans la pierre, mais notre environnement va influencer la manière dont nos gènes s'expriment. Et que si vous, toute votre lignée génétique est européenne, c'est-à-dire que vos gènes sont en équilibre avec une forme d'environnement, est-ce que le fait de venir mettre une alimentation okinawaienne est essentiellement une bonne idée d'un point de vue épigénétique? Et la réponse est très certainement non, parce que votre corps, il n'a pas cette habitude. Donc, regardons, ok, qu'a fait l'humanité? Oui, mais qu'a fait l'humanité au niveau local aussi, de la zone où vous vivez, où vous êtes né, et puis au lieu d'aller chercher aussi à 25 millions d'années, mais regardons aussi ce qui vous a influencé le plus. Et ce qui vous a influencé le plus, on le sait aujourd'hui, il y a toute une phase pendant la grossesse où vous allez être programmé métaboliquement, c'est-à-dire ce que votre maman a mangé et son état de santé pendant la grossesse, quand vous étiez dans son ventre, va influencer votre physiologie. Et on sait aussi que
l'impact ou la santé de la mère, de votre mère, donc votre grand-mère, avant sa grossesse, mais aussi pendant sa grossesse, a façonné votre maman, ce qui vous a façonné vous. Donc une des choses que vous pourriez faire, si vous voulez en savoir plus un petit peu sur quelle est l'alimentation qui est bonne pour vous, et pas de manière générale, c'est de faire un petit peu de recherche et d'essayer de voir, ok, quelle était la santé de ma grand-mère? Et si elle était en bonne santé, qu'est-ce qu'elle mangeait? Et ça vous donne déjà des pistes, très certainement, de qu'est-ce qui va être bon pour vous, parce qu'il y a cette transmission épigénétique. Cette épigénétique, ces marqueurs, la manière dont l'environnement influence nos gènes, ça va être tagué, étiqueté, et ça va être passé d'une génération à l'autre. Et si vous restez dans le même environnement, vos gènes vont s'exprimer. Si vous changez d'environnement de manière radicale, eh bien, l'expression génétique va aussi changer de manière radicale. Donc, si votre grand-maman était extrêmement en bonne santé, et que votre maman était en bonne santé, eh bien, essayez de découvrir quel type d'alimentation elles avaient. Et ça va vous donner déjà des pistes aussi pour vous. Maintenant, si votre grand-maman était vraiment en mauvais état, et que votre maman était aussi en mauvais état au niveau de leur santé, et que vous avez des problèmes de santé, eh bien, investiguez ce qu'ils mangeaient. Et essayez peut-être de faire exactement l'opposé, parce que ça va vous donner des pistes aussi. Donc la notion fondamentale ici, que j'aimerais vous faire prendre conscience, c'est de cette notion de recherche, un N en recherche, le nombre de sujets qu'on a dans une étude. Et en médecine statistique, bon, on essaie d'avoir le plus de monde possible pour faire des moyennes et des statistiques. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est devenez l'expérience de vous-même. Donc, allez chercher des informations sur ce que je viens de vous dire, pas seulement il y a 25 millions d'années, pas seulement à l'autre bout du monde, mais essayez de découvrir localement de ce qui s'est passé sur les 2 dernières générations. Que mangeait votre grand-maman, que mangeait votre maman avant la grossesse et pendant la grossesse. Et si elles étaient en bonne santé, pleines de vigueur, suivez ces principes-là et observez comment vous vous sentez. Et si elles étaient vraiment en mauvais état de santé, essayez de faire, par exemple, l'opposé ou de changer l'alimentation pour ne pas suivre l'alimentation et observer comment vous vous sentez. Ça, c'est un petit peu le principe. J'avais entendu à l'époque que Gandhi avait pris 2 ans où essentiellement à chaque fois qu'il mangeait quelque chose et qu'il buvait quelque chose, il observait comment il se ressent et il se sentait après. Donc vous n'avez pas besoin de faire 2 ans, de devenir un ascète, mais commencez d'observer quand vous mangez quelque chose. Observez comment vous vous sentez dans les heures et les jours qui suivent. Et puis, l'observation, elle peut ne pas simplement être au niveau subjectif. Faites régulièrement, trouvez-vous un professionnel de la santé, un médecin qui fait de la nutrition, un chiropraticien holistique, un naturopathe, quelqu'un qui peut vous suivre, qui peut vous envoyer aussi faire des prises de sang, où vous pouvez monitorer ces facteurs qui vont être influencés par l'alimentation. Par exemple, votre profil lipidien, comme le cholestérol, les triglycérides. Monitorez votre glucose sanguin, monitorez votre hémoglobine glyquée qui donne une idée de la régulation du sucre dans le sang sur les 3 derniers mois. Utilisez des marqueurs inflammatoires comme la protéine C-réactive, CRP, ou utilisez d'autres marqueurs indirects comme l'homocystéine par exemple. Donc, si vous voulez savoir quelle est la meilleure alimentation pour vous, inspirez-vous de ce que la science nous montre de cette évolution. Pensez aussi local, n'allez pas chercher à 25 millions d'années à l'autre bout du globe. Pensez aussi à l'influence qu'ont eu vos grands-parents. Et j'ai parlé principalement de la lignée maternelle, parce qu'une des choses qu'elles font, c'est qu'elles vont nous transmettre les mitochondries au niveau de nos cellules. C'est ces petites usines qui créent de l'énergie, qui sont vraiment essentielles. Donc il y a une transmission par la mère de ces mitochondries. C'est pour ça que je me suis focalisé sur la lignée maternelle, mais observez ce qui s'est passé localement dans votre lignée à vous, dans un temps proche, et puis observez comment vous vous sentez, et ayez un suivi. N'hésitez pas, une fois sur une année, de peut-être faire une prise de sang tous les 6 semaines ou tous les 3 mois, pour voir comment évolue votre profil. Et si vous voyez que ça va dans le bon sens, génial, continuez cette alimentation-là. Si vous ne vous sentez pas très bien, et que vous avez une certaine alimentation et que vos marqueurs sanguins ne sont pas top, tentez une autre alimentation sur la base des informations que vous avez de votre grand-maman, de votre maman,
voir de ces notions paléo, plantes, tester différentes alimentations et observer comment ça se passe sur vous. C'est ça la meilleure alimentation, parce que toute alimentation peut être bénéfique, mais pas pour tout le monde. Nous, il y a des patients qui étaient dans des situations catastrophiques où on les a mis sur une alimentation à base de plantes végétaliennes, si vous voulez, et qui ont complètement récupéré avec des résultats miraculeux. Et maintenant, en tant que clinicien, je ne peux pas juste dire « Ah, mais maintenant, il faut que tout le monde mange comme ça. » Parce que vous prenez quelqu'un qui a une maladie auto-immunitaire, vous le mettez sur une alimentation à base de plantes qui contient beaucoup d'éléments qu'on appelle des lectines, qui sont des éléments que les plantes créent pour se défendre, par exemple, contre les insectes, et vous pouvez augmenter l'auto-immunité. Et à ce moment-là, peut-être qu'on a besoin pour cette personne-là de partir sur une alimentation plus que l'on appelle cétogène, qui est très riche en graisse et avec des protéines, et très très basse en hydrates de carbone, par exemple. Vous pouvez avoir une alimentation chez quelqu'un à base de fruits, hein, ça lui convient très très bien, et puis la personne suivante, elle vient, et puis elle a un SIBO, ou ce qu'on appelle en français SBIG, une surcroissance bactérienne de l'intestin grêle, et avec cette alimentation à base de fruits, boum, vous pouvez faire flamber cette condition. Ou alors, si vous avez quelqu'un qui est extrêmement hypoglycémique, qui a des problèmes de régulation du sucre dans le sang, vous lui faites consommer beaucoup de fruits, et ça peut être juste catastrophique chez ces personnes-là. Donc, de nouveau, en fonction de votre situation clinique, il y a peut-être certaines alimentations qui sont meilleures que d'autres, mais ça, on ne peut pas avoir cette notion générique. On peut avoir un contexte, mais ensuite, il faut avoir une réflexion au niveau individuel. Donc, de nouveau, la meilleure alimentation, c'est celle qui vous convient à ce moment-là. Et ça, le seul moyen de savoir laquelle, eh ben, c'est de faire un travail de détective par vous-même, mais aussi assisté par un clinicien qui a suffisamment de connaissances. Okay? Donc voilà, c'était une forme de réponse. J'espère que ça répond aux questions que certains de nos spectateurs ont eues. Et moi, je me réjouis de continuer cette conversation dans les commentaires. Laissez un commentaire si vous le voulez. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une Grande Vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les 3 si tu veux. Et puis surtout, moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.